Alors plusieurs temps dans cette matinée, des tables rondes, des interviews et puis la présentation d'études, et c'est ainsi qu'on va débuter notre programme avec les premiers résultats de cette étude du Parisien, intitulée Jeux Olympiques au détail près, avec la directrice générale adjointe de la régie Les Échos, le Parisien, Pascal Lucas, et la présidente du cabinet Georges, Dominique Lévy. Elle se de Bruno Fraillot pour cette étude. Bonjour, merci de vous installer. En avant-propos, quand même, j'appelle Corinne Mregen, qui est directrice générale du pôle des écoles parisiens partenaires et chief impact officer. On va vous donner un micro, c'est beaucoup plus simple. Voilà, vous l'avez. Alors, Corinne, selon vous, quels sont les bénéfices pour les marques à communiquer autour du sport ? Bonjour à tous. Le sport, on le sait, hein, c'est une opportunité, c'est un vecteur de ces créateurs de liens, ces créateurs d'émotions, ces créateurs de sens. Donc, avec cette étude, c'est ça qu'on a voulu creuser. C'est une opportunité formidable pour la société de pouvoir renouer avec des récits collectifs qui soient positifs, qui soient fédérateurs, qui créent du lien. Ce qu'on a voulu, nous, essayer d'investiguer avec, c'est ce que va présenter Pascal et Dominique, c'est comment ça peut devenir une opportunité, un intérêt d'expression formidable pour les marques et les entreprises de pouvoir s'associer à ces valeurs. On a tous en tête les valeurs historiques et universelles du sport et notamment des JO, surtout quand ils ont lieu à domicile comme Paris 2024. Donc c'est ça qu'on a voulu creuser, et on a voulu aussi, via cette étude, pouvoir anticiper comment on peut réunir les conditions pour pouvoir permettre aux marques de pouvoir s'associer à ces valeurs et pouvoir donc renouer avec ces récits collectifs positifs dont on a tous tellement besoin. Et on parlera encore du Parisien tout à l'heure dans le débat numéro 2 avec Benoît Lallemand, qui est le directeur des sports de la rédaction du Parisien. Merci Corinne Mregen. On va commencer tout de suite donc avec cette étude. Pascal Lucas, dans le titre de votre étude, il y a le mot détail. C'est un mot important, hein, n'est-ce pas, pour cette étude ? Absolument. Un détail, souvent, ça en dit très long. C'est ce qui nous fait rentrer dans une histoire, c'est ce qui nous fait mémoriser une histoire. Et si je vous... Alors... Ah ben non. Alors le petit bouton vert ou le petit bouton rouge pour revenir. On va retenter voilà. Le bouton rouge. Il ne fonctionne pas. Il faut appuyer plus longtemps. Appuyer plus longtemps. C'est un détail, hein, mais c'est important. C'est-à-dire que si vous nous avez enlevé des slides, on va être ennuyé. Surtout ceux-là. Oui. Donc, nos slides, il manque des slides. Ah oui, il manque des slides. Bon, on va improviser alors. Alors, je vais essayer de raconter les images, Pascal. Voilà. Alors, Dominique Lévy. Ça va être très compliqué. Je les mime. On va passer à la deuxième. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Ben non, c'est bon, on les a. Donc, si on vous montre ça. Si on vous montre ça, on pense que tout le monde a tout à fait en tête qu'en fait, il s'agit du plafond de la chapelle Sixtine, de ce fameux tableau de Michel-Ange avec la main de Dieu qui touche celle d'Adam, et on n'a pas besoin d'avoir l'image en entier pour se la mémoriser, pour se la reconstituer. Plus près de nous, enfin plus près du sport et des JO, je pense que tout le monde dans la salle a tout à fait en tête le gros plan de cette image qui est, on va dire, c'est un détail qui préfigure une histoire qui n'est pas terminée aujourd'hui avec Black Lives Matter, avec Colin Kaepernick qui brise les rituels en mettant son genou à terre. Et d'ailleurs, c'est probablement ce que beaucoup d'entre nous dans la salle ont uniquement retenu des JO de Mexico de 68. Donc, on a décidé, nous, plutôt que de partir de gros plans, de macro, de valeurs universelles liées au sport et aux JO qu'on a à peu près tous en tête, de regarder de près, de zoomer sur certains détails pour voir les JO de façon un peu différente. Et on l'a fait donc avec Dominique Lévy de Georges et avec un cabinet d'ethnographie digitale qui s'appelle Upton. Voilà. Et notre parti pris, c'est d'essayer de vous amener à considérer l'olympisme, les Jeux olympiques, les valeurs et les opportunités d'association de vos marques à cet événement un petit peu autrement, avec un pas de côté. Alors, je vais vous proposer de partir aujourd'hui d'une toute petite image, et puis on va faire un peu de rétrospective et je l'espère un petit peu de prospective pour vous donner des perspectives, et j'arrête les jeux de mots. On part de ça. Je pense que là encore, vous voyez de quoi je parle. Je parle... Une roue de skate. Une roue de skate, bravo. On reconnaît les grands sportifs. Je connais un peu. Voilà, et même un skateboard. Fred est venu avec. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on va partir d'un skateboard aujourd'hui pour parler de l'olympisme ?
Eh ben, vous vous posez la question. Une C'est un nouvelle des 4 discipline. sports, le skateboard, qui va devenir une discipline officielle aux Jeux Olympiques de 2024. Et en fait, à partir de cet exemple, on s'est demandé comment le panel des disciplines présentées à chaque édition des Jeux Olympiques s'enrichissait et qu'est-ce que ça pouvait raconter de l'époque et de l'évolution des valeurs de l'olympisme. On va rester sur cette thématique des valeurs puisque c'est celle à laquelle vous vous intéressez, mais aussi comment finalement ça raconte quelque chose de la façon dont les cultures se déploient et se développent. En fait, il y a assez peu de sports qui rentrent aux Jeux Olympiques. Ça a été, quand on a fait ce travail, une des premières surprises. Là, je vous en ai choisi 3. Vous reconnaissez le basket en 1936 aux Jeux Olympiques de Munich. En 64 à Tokyo, j'ai appris tous les Jeux Olympiques par cœur pour cette présentation. Le volley et en 72, on va voir arriver le handball. Pourquoi est-ce que j'ai réuni ces 3 sports? Parce que ces 3 sports qui ont quelque chose en commun, et cette chose, c'est que ce sont des sports qui ont été inventés dans des universités, les 2 premiers dans des universités de la côte est américaine, le 3e en Allemagne, par des coachs qui voulaient occuper les athlètes masculins pendant les saisons d'hiver, et qui sont des sports qui sont nés d'emblée avec des règles, des codes, et qui se sont d'abord développés dans des championnats universitaires avant d'être réappropriés par des fédérations et de devenir des sports populaires. On est donc là dans une manière, on va dire, très bottom-up, ou en tout cas très élite, puis peuple, puis grand public, de diffuser une discipline sportive, et ça correspond à toutes les valeurs de l'olympisme très traditionnelles, puisque ce sont les mêmes valeurs que celles qui prévalaient à la pratique du sport dans les universités, la compétition, l'excellence, le corps sain et l'esprit sain, évidemment. Je passe sur le fait que si le volley ou le basket masculin sont arrivés aux Jeux Olympiques en 64 pour l'un, il a fallu attendre 76 pour voir les disciplines féminines arriver, donc on était dans quelque chose d'assez différent. Mais vous savez qu'au fil du temps, les valeurs de l'olympisme, elles ont évolué, et qu'aujourd'hui, au fair play et à l'esprit de compétition, on ajoute la durabilité, l'égalité entre les genres, l'inclusivité, le respect des différences. Une première illustration de ça, un peu précurseuse, ce sont ces 2 sports qui ont été intégrés en 1984. Et pourquoi ces 2 sports sont-ils intéressants? Donc il s'agit, pour ceux qui ne les auraient pas reconnus, de la gymnastique rythmique et sportive que pratiquent un certain nombre de petites filles, et de la natation synchronisée. Dans les 2 cas, ce sont des pratiques qui mêlent le sport et quelque chose qui est de l'ordre de l'esthétique. Ce sont des hybrides de pratiques sportives et de pratiques artistiques, et surtout ce sont à ce jour les 2 seules disciplines qui n'existent qu'en version féminine. Alors il y a en ce moment un mouvement de lobbying pour l'introduction de la natation synchronisée masculine et de la gymnastique rythmique masculine au JO. Ce sont les 2 sports, les 2 seuls, à ma connaissance, pour lesquels les hommes se battent pour exister. Ça méritait qu'on les salue. Ça pourrait l'être pour les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Ça pourrait l'être, exactement, c'est en cours. Le beach volley, une discipline sportive qui vient de la rue, de la plage plus exactement, et qui nous permet de voir des corps en action de façon un petit peu différente, comme vous pouvez le constater, et qui commence à nous dire que les cultures ne naissent pas toujours dans des institutions. Les 2 précédentes avaient été fabriquées, si je puis dire, pour des athlètes soviétiques, mais parfois viennent d'ailleurs. Et puis les 3 suivants, sur lesquels je vais aller assez vite, le VTT, le trampoline et le BMX, ont en commun d'être 3 sports qui supposent l'usage d'un objet, un vélo, un trampoline, un BMX, qui à chaque fois ont été développés en même temps que la pratique du sport. Donc en fait, ce sont d'abord des activités commerciales. Si vous prenez le trampoline, le monsieur qui a inventé le trampoline s'appelle Nissen, et la première chose qu'il a fait, c'est de créer une marque de trampoline, et il a créé des championnats pour promouvoir la vente de trampoline. Donc là, on est dans la culture fabriquée à travers la marque et l'objet et le besoin de vendre, qui ensuite devient effectivement une discipline olympique. Alors les 4 sports qui vont arriver à Paris 2024 sont le skateboard, on l'a dit, l'escalade, le breaking, je ne sais pas si vous le saviez, et le surf. Qu'est-ce que ces 4 sports ont en commun? Eh bien, ce sont des quasi-contre-cultures, ou en tout cas des disciplines qui se sont développées d'abord de façon qu'on pourrait qualifier de quasi-sauvage, puisque si vous vous rappelez ce que c'est que le skateboard, c'est d'abord l'appropriation du mobilier urbain, avec les flics qui disent « casse-toi de là », et puis ensuite les maires qui commencent à fabriquer des skateboards pour canaliser des skateparks pour canaliser la jeunesse, et puis petit à petit, et d'ailleurs ça génère une forme de protestation. Le magazine Trasher a écrit un article sur les 15 raisons pour lesquelles le skateboard ne devrait pas être une discipline olympique. D'abord parce que ça n'est pas une discipline, et ensuite parce que à Paris 2024, les plots ne seront pas constitués de canettes de bière lestées. Donc là, on est complètement en train de dévoyer l'esprit du sport.
Mais c'était une façon de vous montrer que des disciplines urbaines différentes peuvent arriver par le fait qu'elles se diffusent assez spontanément. Alors, prospective, ce qu'on a fait avec Uptown, c'est se dire, on passe du sport qui vient par la fédération à celui qui vient par la rue. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver ensuite? Je ne vais pas vous parler du e-sport qui a déjà ses compétitions. Il y a eu les premiers Jeux Olympiques e-sport à Singapour il y a simplement 2 semaines avec 10 disciplines qui rentrent par la petite porte dans les Jeux Olympiques. Mais on parle pas vraiment de d'e-sport, on n'aura pas League of Legends au sport, on aura des sports virtuels. Vous voyez bien que ça poserait un petit problème de licence aussi même. Mais il y a un certain nombre de pratiques qui sont en train de se diffuser et dont on peut se demander comment certaines vont finir par devenir aussi populaires, voire aussi institutionnelles que le skate, le breaking. Rappelez-vous le breaking pour les Parisiens, qui était cette chose qui se passait sur le parvis de Pompidou et qui va dorénavant avoir lieu aux Jeux Olympiques. Et l'intérêt aussi, c'est l'association avec les marques. C'est ce que vous allez nous dire. Exactement. Le parcours, vous connaissez peut-être, 41,2 milliards de vues sur TikTok, et ça commence effectivement à être associé avec un certain nombre de marques, puisque le parcours, c'est une discipline qui raconte la débrouillardise, le fait de transformer n'importe quel environnement urbain en terrain de sport. Et donc, vous voyez que ça porte de nouvelles valeurs, qui sont des valeurs d'audace, des valeurs de créativité, des valeurs d'excellence aussi, parce que c'est extrêmement compliqué, et que ça peut tout à fait donner lieu à des associations pertinentes et fertiles avec des marques. Là aussi, il frappe à la porte des Jeux Olympiques, via la Fédération française de gymnastique. Exactement. Le voguing, peut-être vous demandez-vous en quoi c'est une discipline sportive. Vous savez que c'est une des disciplines sportives revendiquées par les communautés queer. Vous avez entendu parler du phénomène Drag Race. Vous pouvez vous demander en quoi il est pertinent d'associer une marque à cela. Mais si vous repensez aux valeurs d'inclusivité et aussi aux valeurs d'excellence, puisque ce sont des véritables sportifs. Vous allez voir d'ailleurs dans la saison 2 de Drag Race des sportifs de voguing qui vont défendre leur pratique sportive comme une pratique artistique. Il y a une ambassadrice Adidas, pour parler des marques, qui s'appelle Abby Beach et qui est aujourd'hui sponsorisée par Adidas et qui est une championne de voguing. Donc on se rapproche de l'équipementier et du sport. Le trick shot, j'imagine que vous connaissez cette discipline. Ça a commencé avec une petite lucarne l'exemple célèbre, c'est une petite lucarne de local à poubelle dans une cité dans laquelle il s'agit, c'est le challenge d'arriver à faire rentrer un ballon. Ça consiste à utiliser n'importe quels objets. Vous pouvez aller regarder, il y a des vidéos où on déballe des gourdes et des verres sponsorisés par une marque de fabricants que je ne citerai pas, pour aller y foutre des balles de ping-pong ou des balles de tennis. Mais par exemple, il y a une vidéo avec Messi lui-même qui est venu à la célèbre lucarne d'Evry, filmée par son équipementier et diffusée par son équipementier pour commencer à montrer comment c'était une forme de réinvention du football de rue dont lui-même était issu et comment on pouvait finalement reboucler la boucle entre des émanations populaires et d'autres. On va passer à la conclusion. On va passer à la conclusion. Je vais essayer, Pascal, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette chose qui ne sera On fera ça après. C'est prévu. Il y a une démonstration. Alors, Dominique Lucas, non, Pascal Lucas, pardon. On a vu donc que le sport nous en apprend beaucoup sur notre société. Maintenant, quelle suite allez-vous donner à ce type d'études? Alors nous, ça nous intéresse pour discuter avec les marques des nouvelles valeurs auxquelles elles peuvent s'associer, puisque on l'a vu avec l'évolution de tous les sports qui sont entrés et ceux qui peut-être pourraient rentrer. Très clairement, on passe d'un univers où on était sur le plus vite, plus haut, plus fort, à des valeurs qui sont beaucoup plus ancrées autour de la créativité, de l'agilité. On détourne du matériel, on invente. Et ça, pour les marques, ça veut dire qu'on passe d'une vision très normée de la performance à une vision beaucoup plus autour du fun, du divertissement. Et surtout, on est passé de sport avec des règles très figées, édifiées par des universitaires et drivées par des fédérations, à des sports qui sont construits et co-créés par des communautés. En fait, ce qu'on voit avec le parcours, avec tous ces sports-là, c'est qu'on n'est plus dans un univers, on va dire top-down, avec une fédération toute puissante qui édicte des règles, mais un univers qui se construit, et qui se construit notamment via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça permet une dissémination ultra puissante, ça permet d'acquérir une audience ultra puissante, puisqu'il y a 2 conditions pour rentrer au jeu. Il faut une fédération et il faut des audiences, et des audiences qui soient le plus universelles possible. Et c'est ça que permettent aujourd'hui les réseaux sociaux, une accélération. Et du coup, avec une structuration de communauté, avec des codes de langage, avec des leaders.
Et c'est ça qui est intéressant pour les marques, c'est pouvoir avoir un rapport d'autorité qui n'est plus existant, mais plutôt un rapport de co-création. Et ce qui fait qu'aujourd'hui... Un dernier mot, Pascal. Ouais, ça permet aux marques, j'allais dire, d'aller vers des logiques d'affinité. Une marque, alors on n'a pas vu les Glut Girls, qui sont des femmes qui font beaucoup de musculation pour devenir l'égal des hommes, où on est dans l'empowerment. Une marque comme Always pourrait tout à fait s'associer aux Glut Girls. On en parlera tout à l'heure, justement. Le trick shot, c'est vraiment tout ce qui est malin, tout ce qui est détournement, et c'est avec beaucoup de frugalité, de s'amuser, ça pourrait être un Lidl. Donc ça permet aux marques, pour nous, d'aller sur des communautés très affinitaires, ce qu'a fait Red Bull avec le cliff diving, avec un côté transgressif et danger. Et ça permet aux marques aussi de s'associer à des cultures urbaines. On sait que ces cultures, elles infusent le design, elles infusent la mode, mais elles infusent aussi beaucoup le sport, avec des jeunes qui occupent beaucoup d'espace médiatique. Donc c'est des nouvelles opportunités avec des valeurs, on va dire, plus fun, plus agiles, plus créatives pour les marques. Pascal Lucas, merci. Dominique Lévy, merci beaucoup. Et on va retrouver tous ces nouveaux sports urbains, ces places de la Concorde pendant les Jeux Olympiques de Paris.